question dont je vais vous parler, c'est la question en fait de la forme. C'est-à-dire, je dirais volontiers personnellement que dans la nature, il n'y a que des formes, depuis les molécules jusqu'aux organismes, la nature vivante, je veux dire. Au fond, tout est une question de forme. Et cette question de forme est une question qui est particulièrement importante quand on regarde l'évolution du vivant, dans la mesure où la création d'espèces nouvelles est la création de formes nouvelles. Et ça n'apparaît pas de façon en l'air, comme ça. Ce sont des choses qui apparaissent à la suite de modifications, en général assez brutales. Vous allez le voir, assez brutales. Euh, Ça peut être de l'ordre de 50 000 ans, par exemple, ce qui n'est rien hein, au regard de l'histoire de la vie. L'histoire de la vie a commencé il y a 3,5 milliards d'années avec les premières bactéries. Avant, il y avait aussi des formes. Mais ces changements de forme sont liés donc probablement à des mutations dans des gènes, dans une catégorie de gènes très particulière, qu'on appelle des gènes de développement. À vrai dire, peut-être même pas des mutations dans les gènes eux-mêmes, mais plutôt dans les sites qui, dans le génome, régulent l'expression de ces gènes. C'est-à-dire qu'en fait, les gènes probablement ne sont que rarement mutés eux-mêmes, les séquences codantes, mais c'est plutôt les séquences régulatrices qui font qu'un gène de développement, par exemple, va s'exprimer plus longtemps, pas au même endroit, pas au même moment non plus, conduisant à des modifications morphologiques dramatiques et héréditaires. Dramatiques, c'est-à-dire à la création de monstres. Hein, c'est la fameuse théorie de Goldschmidt du monstre porteur d'espoir, quand le monstre, évidemment, est capable de survivre à la sélection naturelle. Ce qui est assez rare, mais ça peut arriver. Nous sommes des monstres, et nous avons survécu. Au moins 120 000 ans. Pour le reste, on verra. Enfin, 120 000 ans, c'est déjà optimiste. Hein. Mais en gros, c'est vrai que Homo sapiens sapiens a environ 100 à 120 000 ans. Ce qui vous dit tout de suite qu'il y a plusieurs classes de gènes. Enfin, tous les gènes n'ont pas la même importance. Vous avez des gènes qui vont décider de la couleur des yeux, de la forme des poils, de la couleur de la peau, qui sont des gènes relativement mineurs. Et puis il y a des gènes qui vont décider de la forme de l'animal ou du végétal, car ces gènes existent aussi chez les végétaux. Et ça, sont des gènes qui sont fondamentaux pour comprendre comment se construit un organisme et surtout comment il évolue. Ces gènes ont été... alors c'est une vieille histoire aussi qui vient dans une grande tradition biologique, comme vous le savez, puisque il y avait deux théories. Hein, la théorie de l'homoncule. Hein. La théorie de l'homoncule, c'est qu'au fond, Bonnet et compagnie, c'est-à-dire que dans les gamètes, spermatozoïdes, ou dans les ovules, il y avait une figuration concrète de l'animal. C'est-à-dire qu'en fait, le développement n'était qu'un agrandissement, au sens photographique du terme, d'une préfiguration qui était déjà contenue dans les gamètes. Le spermatozoïde, c'en était spermiste, l'ovule, c'en était oviste. Et cette idée est une idée donc d'emboîtement, puisque d'une certaine façon, le petit homunculus qui était contenu dans le spermatozoïde avait lui-même des spermatozoïdes, qui avait lui-même des homunculus, qui avait eux-mêmes des spermatozoïdes, etc. Donc en fait, depuis la création du monde, au fond, tout était là, emboîté, un peu comme des poupées russes. Donc c'est une théorie un petit peu dure, celle de l'homunculus, à laquelle a succédé une autre théorie, alors purement épigénétique, elle, à la suite de la découverte du microscope et de l'observation. C'est Wolf qui a joué un rôle fondamental là-dedans. On s'est rendu compte, en regardant simplement se développer un œuf, qu'il n'y avait pas d'homoncule. Il y avait une cellule qui proliférait, qui se divisait, des mouvements morphogénétiques compliqués, et qu'au fond du compte, c'était quelque chose qui était construit dans le temps, quelque chose qui n'était pas génétique, mais, comme on dit souvent, épigénétique. Bon, c'est la théorie moderne. Mais cette théorie moderne, finalement, peut être visitée parce que, comme je le dis souvent, si vous prenez un œuf de mouche, il en sortira toujours une mouche. Et si vous prenez un œuf de poule, il sortira toujours une poule. Et ça veut dire qu'il y a peut-être quand même quelque chose de vrai dans cette histoire de homoncule. Donc en fait, une sorte de retour de l'homonculus à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la génétique du développement. Donc cette diapositive que je vous montre,
toujours pas de laser. Donc suivez les flèches, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Alors là, en plus, s'il me fait des... quand je touche la flèche, il bouge, je ne peux même pas utiliser la flèche. C'est pas grave. Rien n'est grave. Hein. De toute façon, ce soir, il a été décidé que rien ne marcherait. Donc, il faut vous y attendre, il va falloir qu'on s'adapte. Donc, ce que vous voyez en bas à gauche, pour vous, c'est un diptère, c'est-à-dire c'est une mouche. Et c'est à Columbia University, dans les débuts des années 1900-1905, que dans le groupe de... en plus, j'oublie son nom. En plus, c'est l'Alzheimer, vous voyez. Donc, pourtant, c'est grave parce que c'est la mémoire à long terme, ça. C'est quand même la pire. Dans le groupe de Morgan, ils ont observé des mutations qui changeaient le plan de l'animal. Donc, le plan de l'animal, c'est-à-dire que vous voyez que en fait, votre diptère se transforme en UBX mutant, c'est-à-dire un animal qui, au lieu d'avoir une petite paire de balanciers, qui est les deux petites boules noires que vous voyez sous les ailes, a deux paires d'ailes. En fait, au lieu d'avoir un segment thoracique 2 et un segment thoracique 3, il a deux segments thoraciques 2, il perd le segment thoracique 3, qui se transforment en segment thoracique 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cellules embryonnaires qui doivent donner naissance à un segment thoracique 3 se trompent de programme de développement et prennent un programme de développement qui mène à un segment thoracique 2. Elles se trompent parce qu'elles interprètent mal leur position, c'est-à-dire qu'elles s'imaginent, entre guillemets, qu'elles sont dans le segment thoracique 2, alors que sur le plan de la simple géographie du corps, elles sont en fait dans le segment thoracique 3. Information de position qui est donc mal lue ou mal comprise par les cellules à la suite d'une mutation dans un gène qui est effectivement un gène de développement. Donc une mutation dite homéotique, parce que les organes d'un segment se développent comme si c'était les organes homologues d'un autre segment. Alors cette notion d'homologie est d'ailleurs une notion extraordinairement importante pour ce qui est de l'évolution des espèces, c'est-à-dire que c'est une évolution. C'est pas une notion simple, et on pourrait discuter pendant des heures sur ce que c'est qu'une homologie, mais là, on en discutera pendant des heures, mais une fois que j'aurai fini la conférence, parce que sinon je ne vais pas démarrer. Ce que vous voyez aussi dans cette affaire, c'est que là-haut j'ai une libellule, c'est-à-dire que j'ai un organisme qui est plus ancien que les diptères, qui a encore deux paires d'ailes et qui n'a pas perdu une paire d'ailes au profit d'une paire de balanciers. Et ça, c'est vraiment gentil. Je n'étais pas très inquiet de toute façon. Donc, ce que vous voyez ici, donc, que cette paire d'ailes va se transformer en paire de balanciers, de la même façon que cette paire de balanciers peut se retransformer en paire d'ailes. Et ça vous indique aussi que ces gènes de développement qui sont impliqués donc, dans le développement d'une forme animale sont aussi des gènes qui ont été probablement impliqués dans l'évolution des formes animales. Hein. D'où cette nouvelle discipline qui est née il y a très peu de temps, en fait, et qu'on a appelée EVO-DEVO, c'est-à-dire une discipline qui s'intéresse aux phénomènes communs, au développement et à l'évolution. Et en fait, au XVIIIe siècle, on parlait tout simplement des évolutions pour désigner sous le même terme le développement et l'évolution. C'était une découverte fondamentale, bien entendu, bien qu'elle ait été faite à une période où on ne savait pas ce que c'était qu'un gène. N'oubliez pas que la découverte de la nature chimique des gènes a été faite dans les années 40, au tout début des années 40, par l'expérience de quelqu'un qui s'appelait Avery et qui travaillait à l'Institut Rockefeller à New York. En 1905, on ne savait pas que le gène, c'était de l'ADN. La plupart des chercheurs s'entendaient pour penser que les gènes, c'était essentiellement des protéines, pas de l'ADN. Donc, cette découverte tout à fait importante est tout à fait importante parce que, pour la première fois, elle permet de mettre en rapport une modification génétique, une mutation, et un programme morphogénétique, c'est-à-dire un programme de développement. Et donc, elle permet de commencer à répondre à la question qu'est-ce qui code le plan du corps dans le génome? Pourquoi d'un œuf de poule, il sortira toujours une poule et pas autre chose? Évidemment, jusqu'à ce que les généticiens s'en mêlent. Ce qui sera peut-être pour bientôt. Ils s'en mêlent déjà au niveau des espèces dites inférieures. Alors ces gènes, vous les avez ici. C'est pas un cours, donc c'est forcément un cours pour une raison qui est technique que je ne peux pas vous expliquer franchement, mais un petit accident qui est arrivé à mon ordinateur.
Mais, donc c'est des diapositives que j'ai prises dans un cours. Mais je vais essayer de rendre ça plus doux qu'un cours. Donc ce que vous voyez ici, par exemple, c'est sur un chromosome de mouche, le chromosome, disons, morphogénétique de la mouche, la disposition de ces gènes qui sont ainsi responsables de la morphologie des différents organes le long de l'axe antéro-postérieur de la mouche. C'est très important ce que je vous dis parce que en fait, ce gène rouge ici, qu'on appelle labial, est responsable des organes les plus antérieurs de l'axe antéro-postérieur de la mouche. Et au fur et à mesure qu'on va en arrière sur le chromosome, on dit en 5' quand on est généticien, eh bien, on rencontre des gènes qui sont impliqués dans le devenir morphogénétique de segments de plus en plus postérieurs le long de l'axe antéro-postérieur de l'animal. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la surface de ce chromosome est dessinée, d'une certaine façon, une petite mouche, un Drosophiloculatus. Il y a collinéarité entre l'expression de ces gènes le long de l'axe antéro-postérieur, les structures que ces gènes, dont ces gènes déterminent la forme aussi le long de l'axe antéro-postérieur, et la position de ces gènes le long, si j'ose dire, de l'axe antéro-postérieur du chromosome. Et c'est pour ça que d'un œuf de mouche sort une mouche, parce que est dessiné sur la surface d'un chromosome quelque chose qui est le plan de la mouche. Et c'est ce plan que les animaux, et les végétaux bien entendu, se repassent de génération en génération. Ce sont les instructions qui vont permettre de construire cette machine mouche. Fantastique, d'une certaine façon. Mais ce qui est encore plus fantastique, c'est que ces gènes ont une signature moléculaire sur la nature de laquelle je ne vais pas m'étendre. Je serais ravi de discuter ça avec vous tout à l'heure si on en a le temps, parce que je prends beaucoup de temps, comme vous pouvez voir. Mais cette signature a été retrouvée chez les souris. C'est-à-dire que cette signature a permis d'identifier des gènes de la même famille chez les souris. Et chez les souris, et donc chez les hommes, car de ce point de vue, nous sommes absolument identiques, et vous allez voir que nous sommes encore plus identiques que vous ne le croyez. Enfin, certains d'entre vous savent, mais je suis sûr qu'il y en a ici qui ne savent pas qu'ils sont des souris ou des mouches. À vrai dire, des blattes. Mais je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de pourquoi on est plus des blattes que des mouches. Mais c'est assez important, en fait. C'est une question de temps. Donc, ces gènes, chez la souris, sont aussi disposés sur des chromosomes, mais pas sur un chromosome, sur 4. Et ça, c'est le fait d'une deux duplications chromosomiques qui sont produites au cours de l'évolution. 1 donne 2 et 2 donne 4. Et vous voyez que j'ai gardé des couleurs, parce qu'en fait, il y a une parenté entre les gènes qui sont ici rouges, ou jaunes, ou bleus. Une parenté, ça veut dire quoi? Une parenté, ça veut dire que les gènes qui sont les plus en avant sur ces complexes sont exprimés le plus en avant dans l'axe antéro-postérieur de la souris. Ça, c'est un truc fondamental, c'est-à-dire que cette règle de collinéarité qui a été découverte chez la mouche vaut aussi pour la souris. L'autre chose, c'est que si je délète labial chez la mouche et que je le remplace par un gène rouge ici chez la souris, je peux réparer ma mouche. Vice-versa, si je délète un gène rouge chez la souris et que je le remplace par labial de mouche, je peux réparer la souris. Donc, formidable parce que ça suggère, ça démontre même, je dirais, que nous avons ici une homologie non seulement de structure, non seulement de localisation, mais aussi ce qu'on appelle une possibilité de complémentation génique entre la mouche et la souris. Donc, que nous avons bien un ancêtre commun avec les mouches, ancêtre commun qui a vécu il y a environ 600 millions d'années, avant la très grande expansion des métazoaires. Donc, une très belle démonstration génétique, bien entendu, que nous avons des cousins assez éloignés quand même. 600 millions d'années, c'est pas rien. Mais enfin, c'est impressionnant. Je passe sur l'axe dorso-ventral parce que je voudrais discuter avec vous un petit peu plus des principes de la construction. Ce qui est vrai du ventre-dorsal, de latéro-postérieur, est aussi vrai du dorso-ventral. C'est-à-dire que, je vais quand même vous le montrer un tout petit peu. Ici, vous avez ce qu'on appelle la plaque neurale, c'est-à-dire ce qui, quand va se refermer, va donner un tube nerveux. Voilà.
Et dans le tube nerveux, vous avez évidemment des neurones qui sont en région dorsale. Tous les neurones sensoriels, ceux qui montent l'information sensorielle vers le cerveau, est en position dorsale. Et les régions motrices sont en région ventrale. Ici, les motoneurones sont ventraux. Ils sont ventraux chez les quadrupèdes. Chez les bipèdes, il n'y en a pas beaucoup. Essentiellement, c'est nous. Chez les bipèdes, évidemment, ils sont antérieurs. Mais quand on tombe à quatre pattes, ils sont ventraux. Et le déterminisme des régions ventrales et dorsales, et intermédiaires, bien entendu, sont liés à l'expression de gènes de développement de la même famille le long de l'axe dorso-ventral, c'est-à-dire le long de la région proximo-distale par rapport à la plaque neurale, c'est-à-dire par rapport à cette région-là. C'est-à-dire que d'abord on a une plaque, et quand la plaque se ferme, eh bien on a ici un tube. Mais quand je parle de ventral dans le tube, en fait ça veut dire que je parle de central dans la plaque neurale. Donc en fait, ça aussi c'est une sorte de quadrillage dorso-ventral et antéro-postérieur, qui est lié à l'expression de combinatoires très très précises de gènes de développement. Un exemple, si je prends les rhombomères, c'est-à-dire les neurones, les régions du cerveau qui vont vous donner jusqu'au rhombencéphale, c'est à peu près jusqu'ici, eh bien, chaque rhombomère, il y en a 7 chez la souris, 8 chez le poulet, on a vu 8 chez le poulet. En tout cas, chaque rhombomère peut être défini par une combinatoire de gènes de développement. C'est-à-dire que ces gènes de développement, quand ils sont exprimés dans une combinatoire particulière, déterminent le devenir morphologique et physiologique de chaque région du corps. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, pour les vertébrés, de la mutation patte donne antenne dans le mutant Antennapédia, œil donne aile dans le mutant Ophthalmoptera chez la mouche, ou, comme celui que vous avez vu tout à l'heure, le mutant ultrabithorax, dans lequel les balanciers sont transformés en ailes à la suite de cette mutation. Donc, très simple, finalement, construire un système nerveux postérieur, extrêmement simple. Hein. Je commence par faire une petite segmentation antéro-postérieure. C'est comme chez la mouche, j'ai des segments. Voilà. Avec chaque segment ici va être déterminé dans son devenir morphologique et physiologique par la combinatoire de gènes de développement qui est exprimée. Et puis ensuite, je fais des raies verticales pour avoir des régions de plus en plus ventrales, si je pars de la région dorsale, bien entendu, avec un code couleur qui m'emmène du plus dorsal au plus ventral. Et en fait, chacun de ces petits cubes, hein, de couleurs différentes et d'intensités différentes, va avoir une combinatoire particulière de gènes qui fait qu'il va donner un système de neurones, de glies, de tout ce qu'il y a dans le système nerveux, tout à fait défini par cette information dite de position. On ne peut pas supporter, bien entendu, une erreur dans cette information de position, parce que sinon on aurait une mutation du même type que ces mutations dramatiques dont j'ai pu vous montrer les effets chez nos ancêtres et cousines, les mouches. Donc ici, un petit schéma. Je vous ai dit que le tube nerveux, avant d'être un tube, est une plaque. Hein. Il devient un tube qu'après s'être fermé, comme une feuille de papier qu'on roule, et donc avec des distinctions antéro-postérieures et puis des distinctions dorso-ventrales qui correspondraient à des lignes verticales que je trace ici. Juste une petite incise. Le système nerveux des vertébrés est une plaque, c'est-à-dire un plan. Vous allez voir, le système nerveux des insectes n'est pas un plan. Le système nerveux des insectes est fait avec des ganglions. Il est probable que l'invention du ganglion, l'invention du plan, est une très grande invention dans l'histoire de l'évolution du système nerveux. En effet, si vous avez un ganglion comme système nerveux, c'est-à-dire au lieu d'avoir une plaque, vous avez des boules, l'agrandissement du système nerveux devient impossible à une certaine limite. Parce que d'abord, le rapport surface-volume n'est pas favorable. Il y a des problèmes d'irrigation du centre de la boule. Alors que le plan, c'est formidable, le plan. Le plan, ça permet de s'agrandir autant qu'on veut. Si c'est trop grand, on le plisse, on le replie et on se le met dans la cage, là-haut, là. Donc, c'est l'invention du plan qui permet l'agrandissement notoire du système nerveux. N'oubliez pas que votre cortex, chez Homo sapiens, le cortex, c'est 4 mm d'épaisseur, c'est très très peu, et c'est 2 mètres carrés. D'accord ? Donc, ce n'est pas le volume qui compte, c'est la surface. Et c'est non seulement la surface qui compte, mais c'est
la surface que vous attribuez aux différentes fonctions que remplit le système nerveux. C'est-à-dire que c'est vraiment un plan, comme le plan d'une maison, dans lequel vous auriez décidé que vous allez donner un certain nombre de mètres carrés à la cuisine et un certain nombre de mètres carrés à la salle de bain, ou au living, ou à la chambre à coucher, étant entendu que ces mètres carrés correspondent évidemment à la formation de bords entre domaines dessinés à la surface du plan. Donc vous avez un plan d'architecte qui est défini de nouveau par un patron d'expression de gènes de développement, et c'est ce plan d'architecte qui va décider d'une part de la taille du système nerveux, et en même temps de la taille respective que vous allez donner dans votre système nerveux à différentes fonctions qui sont impliquées dans le comportement de l'animal. Alors, ce que vous avez vu ici, c'est que, évidemment, je vous ai menti parce que, en fait, on vous ment tout le temps, et je ne fais pas exception en l'affaire. Ce que je vous ai dit, c'est que c'est comme tout à l'heure. Mais en fait, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est de gènes qui s'expriment jusqu'à ce bord-là. Je ne vous ai pas parlé de gènes qui s'expriment là, parce qu'en fait, ces gènes homéotiques classiques qui avaient été découverts chez la mouche ne sont pas exprimés dans cette région ici, qui va du mésencéphale au télencéphale, et qui est effectivement la région qui est la plus importante pour la construction d'un cerveau. Parce que sinon, votre cerveau s'arrêterait là, et somme toute, vous ne seriez pas ici. Moi non plus. Donc la question, c'est de savoir comment je vais construire cette région la plus antérieure dans le système nerveux, parce que c'est celle qui m'intéresse le plus, parce que c'est celle qui me donne le cortex, et toutes ces fonctions tellement importantes, en particulier la capacité de penser. Voilà. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a des gènes de la même famille qui sont impliqués dans la construction des régions les plus antérieures? Évidemment, la réponse est oui, sinon je ne serais pas ici à vous raconter ça. Et ces gènes ont été identifiés à la suite de nouveau de travaux faits chez les mouches. Parce que nos généticiens des mouches se sont dit, bon, on va prendre le cerveau de la mouche, ce qu'on appelle les ganglions cérébraux de la mouche. Protocérébrum, deutocérébrum, tritocérébrum, qui sont 3 séries de ganglions, qui sont les ganglions les plus antérieurs dans le système nerveux de la mouche, et qui sont donc son cerveau. Et ils ont cherché si dans le cerveau de la mouche, il y avait des gènes qui étaient des gènes homologues aux gènes qui étaient exprimés, les gènes OX, ces gènes rouge, jaune, vert, bleu dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce qu'évidemment, tout comme ces gènes ont une signature moléculaire, sur laquelle je ne vais pas insister, eh bien, on pouvait voir si cette signature existait sur des gènes exprimés de façon plus antérieure dans le système nerveux de la mouche. Et la réponse, évidemment, est oui. Et ces gènes ont été appelés de noms divers, et je vais juste insister sur un seul de ces gènes qui s'appelle orthodentical, qui est un gène qui est exprimé dans les régions les plus antérieures de la mouche. Et quand on a eu les gènes de la mouche, c'est bien toujours la souris, etc., etc. Donc maintenant vous avez compris comment on fait. Donc on a le gène de mouche, on va regarder s'il y a le même gène chez la souris. Évidemment on le trouve, puisqu'on a un ancêtre commun avec la souris, avec la mouche, c'est bien normal. Et vous voyez ici par exemple en rouge, un gène que j'ai appelé OTX2, qui est l'orthologue, vous allez voir pourquoi, qui était l'homologue du gène OTD chez la mouche. Il y a aussi un autre gène que je n'ai pas représenté ici, qui est OTX1, qui est un autre orthologue de orthodentical et qui naît d'une duplication du gène OTX2 au cours de l'évolution. Je vais laisser tomber ça, sauf que quand même, il faut que je vous dise qu'il y a plein de gènes de cette famille, et que de même que dans le cas du rhombomère, avec mon code couleur, je pouvais par une combinatoire de gènes de développement définir la position de chaque cellule et donc deviner son devenir morphologique et physiologique. Il en est de même pour le système nerveux le plus antérieur, c'est-à-dire qu'une combinatoire de gènes de développement va me permettre de tracer des petits carrés à la surface du cortex, du diencéphale et aussi du mésencéphale, c'est-à-dire de l'ensemble du tube nerveux qui va me donner jusqu'ici le cerveau antérieur, et de définir pour chaque combinatoire de gènes le devenir de ces régions. Le devenir de ces régions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'elles vont faire quand je serai grand? C'est-à-dire, comment est-ce qu'elles vont découper mon système nerveux en zones qui auront des fonctions physiologiques différentes. Ces fameuses aires de Brodmann, qui permettent de découper à la surface d'un cortex les aires visuelles primaires, 17, aires visuelles secondaires, les aires de Broca, toutes ces aires dont vous avez entendu parler, les aires auditives, les aires sensorielles, toutes ces aires dont vous avez entendu parler et qui sont nécessaires pour que le cerveau permette à l'animal
d'avoir un comportement moteur et sensoriel approprié. Moteur et sensoriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que c'est qu'un vertébré? Qu'est-ce que c'est qu'un animal? C'est un organisme qui bouge, qui se bouge dans l'espace. Bouge dans l'espace pourquoi? Pour chercher de la nourriture, pour fuir un prédateur, pour attraper ou fuir un partenaire sexuel. Et tout le reste, ça a été construit là-dessus pour sophistiquer ces comportements. Et donc notre cortex, en fait, qui est venu comme une espèce d'expansion incroyable à l'avant, eh bien notre cortex est une sophistication de comportement, de régulation de comportement moteur. Alors évidemment, les plantes n'ont pas ce problème, parce qu'elles, tout leur arrive tout cuit, quoi. Hein. Elles sont là, elles se nourrissent avec leurs racines en pompant les minéraux, c'est le soleil qui apporte l'énergie, et c'est les insectes qui apportent le sexe. Donc, pas besoin de bouger. Mais nous, on a besoin d'un système nerveux parce qu'il faut qu'on bouge. Hein. Donc, c'est un tout petit peu différent. Et la question qui est posée, c'est quel est le rapport entre ce découpage de mon plan, hein, avec ces gènes, de ma surface, de ma feuille de papier, et évidemment la place que je donne à chacune de ces fonctions. Parce que suivant les espèces, d'abord je n'ai pas la même surface. Hein, vous voyez ici un hérisson, un lémurien, un homo sapiens, je n'ai pas la même surface, pas du tout la même surface. Et en même temps, non seulement je n'ai pas la même surface, mais je n'attribue pas les mêmes importances à des surfaces qui vont être impliquées dans le traitement d'informations sensorielles différentes. Chez Homo sapiens, vous avez des aires impliquées dans le langage ou la cognition, ou des aires associatives. Marc Jeanneroux vous parlera de ça beaucoup mieux que moi, beaucoup plus importantes que chez le chien, mais proportionnellement, le chien a des aires olfactives beaucoup plus importantes que Homo sapiens. Ce qui est normal puisque le chien marche à quatre pattes. Donc il est beaucoup plus au contact des odeurs. Nous, on a pris un petit peu de hauteur, hein, en devenant bipède. Donc en fait, on a énormément de récepteurs olfactifs qui sont devenus des pseudogènes et qui ont disparu du fait qu'on a besoin de sentir moins. Un chien se guide essentiellement au ras du sol. Enfin, vous avez tous vu des chiens. Moi aussi. Un peu trop même d'ailleurs des fois. Je voudrais faire de la peine à personne. Donc, revenons à nos moutons. Donc un tout petit peu des repères quand même, parce que je vais vous parler du développement et de l'évolution du cortex humain. Je vous ai dit, les bactéries, 3,5 milliards d'années. Hein. Donc, moins 600 millions d'années, l'ancêtre commun avec les mouches, hein, les grandes expansions des métazoaires. Et puis, vous avez ici toute l'ère secondaire, avec l'extinction des dinosaures. Vous savez que météorites, hiver nucléaire, extinction des dinosaures, enfin, c'est une des théories. Il y a eu d'autres théories pour l'extinction des dinosaures. Mais la fin des grands sauriens a permis l'expansion de la radiation des mammifères, oiseaux, insectes et compagnie, au cours du tertiaire, l'apparition des premiers primates, et puis évidemment l'ère quaternaire. C'est nous, on arrive, hein, salut l'artiste, les anthropoïdes, donc avec les hominoïdes ici, qui arrivent à ce moment-là, vous allez voir. Nos cousins les plus proches dans les hominoïdes sont les gorilles et les chimpanzés. Nous, on est là. Et là, c'est il y a environ, je dirais, 15 millions d'années. 15 millions d'années. Alors, je ne sais pas s'il faut mettre Toumaï là, c'est possible, mais c'est de cet ordre-là. 10-15 millions d'années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport au système sensorimoteur, c'est-à-dire que si notre cortex était uniquement un cortex sensorimoteur, si nous n'avions que des fonctions primitives de nous déplacer pour toutes les raisons que je vous ai déjà dites et que je ne vais pas répéter, eh bien, on aurait une relation linéaire entre la taille du corps qu'il faut bouger et puis, évidemment, le volume ou plutôt la surface du cerveau. Et c'est vrai dans la plupart des organismes, des primates, qui ne sont pas si intelligents que ça. Hein. Vous voyez qu'entre Paniscus, Panthroglodites et Gorilla, il y a effectivement une relation linéaire entre le poids du corps et ici le volume du cerveau. Mais dès que vous passez dans le genre Homo, vous voyez que vous décrochez immédiatement dans une position verticale qui montre qu'on échappe à cette relation linéaire du sensorimoteur bébête.
C'est-à-dire que tout d'un coup, on a des fonctions cognitives qui apparaissent, qui sont beaucoup plus fortes, et qui fait qu'on a développé au niveau du cortex des organes annexes, hein, qui nous permettent de nous comporter correctement, c'est-à-dire au lieu d'avoir un arc réflexe, en gros, quoi, hein, eh bien, ça compute. Hein. Et c'est mieux comme ça, parce que des fois, évidemment, on serait tenté de faire des choses, mais on réfléchit, on ne les fait pas. Hein. Donc, je ne ferai pas un dessin. Mais vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la ligne. On n'est pas du tout dans la ligne, on est complètement aberrant. Il faut être conscient que Homo sapiens, c'est un point aberrant dans l'histoire de l'évolution des grands singes. Et dans l'histoire de l'évolution d'une façon générale. Hein. On ne devrait pas être là. On ne devrait pas être là. Et d'ailleurs, c'est un miracle. C'est un vrai miracle, si vous voyez, dans l'état dans lequel on est. Hein, parce que, en fait, ce qui a permis cette évolution incroyable, c'est un phénomène qui s'appelle la néothénie, c'est-à-dire, en fait, une naissance à un état embryonnaire, et le maintien d'Homo sapiens à un état embryonnaire. Et en fait, quand l'enfant de l'homme naît, vous avez tous vu à quoi ça ressemble, ça n'a pas de dents, ça se traîne à quatre pattes, il faut un temps fou pour que ça se développe, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que ça ne tiendrait pas 30 secondes dans la jungle, un truc pareil. Donc, eh ben, ça a tenu quand même. Hein, ça a tenu quand même, et ça c'est formidable, ça a tenu quand même, pour des raisons qu'on pourra discuter, mais qui sont des raisons très intéressantes, parce qu'elles sont liées probablement à des structures sociales qui sont nécessaires à la protection du fœtus, parce que c'est un fœtus. Il faut bien voir que c'est un fœtus. Si le bébé naissait à l'âge normal correspondant du singe, il naîtrait à 21 mois. Ça ne peut pas sortir à 21 mois. Hein, vous imaginez le mal que ça aurait pour sortir du... Enfin bon. Donc c'est un prématuré. C'est un vrai prématuré. Mais il reste prématuré tout le temps. Nous sommes tous encore un peu prématurés. Ça se voit, nous avons, quand nous sommes les femelles, nous avons des conduites sexuelles orientées vers l'avant, ce qui est le cas du singe embryonnaire, mais pas du singe adulte. On n'a pas le pied du pouce opposé aux autres pieds, aux autres orteils, ce qui est le cas du singe aussi nouveau-né, mais pas du singe adulte. On a une pilosité qui n'est pas très développée, je parle des hommes à ce moment-là, qui n'est pas très développée sur le corps, même si avec l'âge, on perd des cheveux sur la tête, on en récupère sur la poitrine. Mais jamais on atteint le stade du singe. Donc en fait, et pour le cerveau, c'est pareil, il y a cette espèce de développement extrêmement lent, qui est en même temps la base de la plasticité, hein, qui permet d'apprendre et de s'adapter au niveau individuel. Donc en fait, la technique nous a permis de survivre, c'est-à-dire que nous sommes peut-être les moins armés des animaux, sur le plan des griffes, des dents, des fanères, du bec, etc. Mais on a inventé les outils, hein, et avec ça, on a quand même réussi à se faire une petite place au soleil. On les a bien eus, les autres bêtes. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas vraiment des bêtes, tout en étant évidemment des animaux. Bah, c'est dialectique. Je reviens à la tête. Je reviens à mon gène ETX2, parce que je vous ai un petit peu baladé là avec la néothénie, mais sont des choses amusantes à réfléchir un petit peu. Je reviens à ma tête. Donc, je reviens à ce gène ETX2, quelque part ici chez la mouche. Je ne sais plus où aller, elle doit être par là la mouche. Ouais. Donc là, je vais vers les vertébrés. Mais en fait, vous voyez, chaque fois que j'ai un petit truc comme ça veut dire que j'ai un orthologue du gène ETX. Ça veut dire que non seulement il y avait sur le plan génétique un cerveau antérieur chez l'ancêtre commun que nous partageons avec la mouche, hein, mais il y avait aussi le même gène, ou un orthologue, chez les ancêtres de cet ancêtre. C'est-à-dire que même chez les hydres, qui n'ont que 2 feuillets, ils n'ont même pas de mésenchyme, endoderme, ectoderme. Chez les diploblastes, donc, c'est comme ça qu'on appelle ça, nous avions déjà un gène qui marque l'existence de l'avant, parce que la tête c'est l'avant, somme toute. Donc si les gens vous disent qu'on a inventé le cerveau il y a quelque chose comme 200 millions d'années, c'est pas la peine de les croire. C'est faux. Il était tout petit, d'accord, il était tout petit, mais il était là. Et puis, il s'est agrandi au fur et à mesure que ces gènes de développement ont permis des proliférations probablement plus importantes de cellules dans cette vésicule, hein, qui pousse à l'avant et qui a été protégée. Qui a été protégée par quoi? Elle a été protégée par un squelette qui veut mettre autour, hein, la
ça là, la boîte crânienne, qui est elle aussi du tissu nerveux. Parce qu'en fait, ce sont les crêtes neurales, ce sont les cellules qui sont autour de la plaque neurale, qui en proliférant vont faire les tissus de la face. Donc tout ça, jusque-là, en fait, os compris pour une grande part, et muscles compris pour une grande part, et peau comprise pour une grande part, c'est du tissu nerveux. C'est un truc qui s'est construit récemment, ça c'est vrai, qui s'est intensifié récemment. La crête neurale a joué un rôle fondamental là-dedans, mais cette petite vésicule qui exprime au TX2 et qui est à l'avant de l'animal était là de tout temps, si j'ose dire, hein, de presque tout temps, depuis qu'il y a des métazoaires, d'une certaine façon. Voilà donc hein, la mouse, la souris, la lamproie, Amphioxus, l'Ascidie, tous ont cette signature génétique de la tête. Voilà ici une mouche. Hein, vous voyez qu'une mouche, c'est des ganglions. Hein. B1, B2, B3, ce sont les ganglions cérébraux de la mouche. Ensuite, c'est le système normal, le truc somatique, S1, S2, S3, etc. B, c'est pour brain, cerveau. Donc je passe là, mais je vais vous montrer un truc qui est plus drôle. Voilà. Maintenant je prends une mouche et que je lui retire OTD, qu'est-ce qui se passe? Elle perd la tête. Voilà, une mouche à qui j'ai retiré le gène de l'avant, si j'ose dire. Eh bien, elle s'arrête ici, c'est-à-dire que toute cette région antérieure de la mouche est perdue. Pas de cerveau. Si je prends une souris et que je retire au TX2, qu'est-ce qui se passe? Elle perd la tête. J'ai une souris sans tête. Pareil pour Homo sapiens. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ces gènes sont homologues, mais ils sont peut-être plus qu'homologues. Eh bien, si maintenant je prends une mouche comme ça, à qui j'ai retiré OTD, et je prends le gène de la mouche, et je le mets à la place, de la souris, et je le mets à la place, ma mouche récupère la tête. Ça, c'est sympa. Évidemment, le problème, c'est est-ce que ça marche dans l'autre sens? Je prends une souris, je retire ETX2, elle n'a pas de tête, je prends OTD, je mets à la place, la souris récupère la tête. Moi, je ne sais pas quel effet ça vous fait, mais je peux vous dire que c'est quand même très surprenant. C'est-à-dire, ça veut dire que les séquences codantes, vous savez, on est là jusqu'à minuit, hein, parce que finalement, je me sens bien ici. Donc, on a le temps, je ne suis pas invité à dîner ce soir. Donc, c'est fabuleux, c'est incroyable en fait. C'est-à-dire que penser que c'est le même gène qui existe qui fait le cerveau de la drosophile peut faire un cerveau de souris. Vous me direz, c'est jamais que du ATGC. Ah, ça c'est vrai, c'est de l'ADN, donc avec 4 bases, on peut faire n'importe quoi. Mais ça vous dit aussi autre chose. Ça vous dit autre chose, que quand les généticiens ont fait semblant d'être totalement étonnés parce qu'on n'avait que 2 fois plus de gènes que la mouche, ou autant de gènes qu'une souris, c'est pas la quantité qui compte, une fois de plus. C'est pas tellement étonnant. Ce qui fait l'évolution, ce qui fait la différence, ce ne sont pas tant les structures codantes des gènes que les structures qui régulent l'expression de ces gènes. Si vous prenez un gène qui est important, par exemple, dans la prolifération cellulaire, et que vous forcez son expression, vous doublez le temps de son expression, eh bien, vous allez avoir une surface 2 fois plus grande. Hein, mais c'est le même gène. Mais qu'est-ce qui va changer là? Et bien entendu, c'est la durée, le moment où ça commence, le moment où ça s'arrête. Et des fois, ça ne s'arrête jamais. Il faut savoir que pour Homo sapiens, et pour la plupart des vertébrés, il y a des gènes de développement dont l'expression ne s'arrête jamais. Nous avons tous aujourd'hui, quel que soit notre âge, ça c'est la bonne nouvelle de ce soir, oui, enfin ça crée des tumeurs aussi de temps en temps, mais il n'y a pas de bonne nouvelle sans mauvaise nouvelle. Jean-Didier Vincent vous appellera les processus opposants, je pense, la semaine prochaine, enfin peut-être. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que même si on est vieux et fatigué, même si on a passé l'andropause, la ménopause et au-delà, eh bien là-dedans, ça continue à pousser. Donc ça, c'est sympa. Mais si ça se fait ça très tôt au cours du développement, supposez qu'au cours de l'évolution, il y ait une mutation dans un élément régulateur qui fait que votre gène va s'exprimer plus longtemps que prévu, eh bien vous allez avoir une mutation extrêmement rapide
qui va faire apparaître une petite augmentation de la taille. Mais peut-être pas de toute la taille. Peut-être de la taille d'une sous-région. Par exemple, les aires du langage. Si c'est une mutation qui va affecter l'expression de gènes qui sont spécifiquement exprimés dans cette aire et qui régulent la taille de cette aire spécifiquement et pas les autres, puisque chaque aire peut être définie par une combinatoire de gènes de développement, alors vous avez peut-être mis la main sur les mécanismes qui sont à l'origine de la création de nouvelles espèces. Et pour ce qui nous intéresse, bien entendu, d'Homo sapiens, parce que, comme vous avez pu le remarquer, ça s'est fait à une vitesse absolument fabuleuse. Et peut-être que je vais revenir là-dessus. Alors là, c'est l'exemple. Hein. De nouveau, je ne rentre pas dans les détails, mais vous allez voir, c'est assez rigolo. Voilà ici une souris normale. Hein, donc, ça, c'est un certain stade embryonnaire. Ça, c'est à la naissance. Hein, presque, un petit peu avant la naissance. Là, c'est une souris dans laquelle j'ai mis OTD, le gène de mouche, dans le génome de souris. J'ai retiré OTX et j'ai mis OTD, OTX2. Il me dit, ah, il a menti, Prochian. Elle a une tête, elle n'a pas de tête. Prochian ne ment jamais. Parce que là, ce que je vous ai montré, c'est OTD tout seul. Mais si je rajoute à OTD les séquences flanquantes, c'est-à-dire les séquences essentiellement régulatrices de OTX2, régulatrices, ma souris récupère sa tête. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est important, c'est les séquences qui sont les séquences régulatrices de l'expression de ces gènes. Ce ne sont pas tellement les séquences qui codent ces gènes directement. Et ça vous confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce qui est important, ce n'est pas tellement la structure de la séquence codante, c'est ce qui régule l'expression de ce gène. La transcription, c'est-à-dire le passage de l'ADN à l'ARN, mais aussi la traduction, et là je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais aussi la traduction, c'est-à-dire le passage de l'ARN à la protéine. Ça, c'était pour vous montrer que c'est la traduction qui est importante. Mais en fait, je ne sais pas très bien à qui je m'adresse. Et c'est le danger de ce genre de conférence. C'est-à-dire qu'on devrait faire passer quand même un petit examen avant aux gens avant. Il peut y avoir d'immenses savants parmi vous qui pensent que c'est trop léger. Mais ils penseront toujours que c'est trop léger quand c'est moi qui parle. Puis il y a des gens pour qui ça peut être un peu trop lourd. Donc on va passer comme ça. Un autre élément sur l'évolution qui peut vous intéresser, c'est que je dis qu'il y a deux gènes OTX. Quand OTD a donné OTX, il a donné d'abord OTX2. Et puis OTX2 s'est dupliqué, il a donné deux OTX2. J'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé. Quand vous avez une roue de secours, si vous pouvez transformer la roue de secours en autre chose de plus intéressant, par exemple un volant, vous auriez tort de vous priver. Et en fait, quand on a une duplication de gènes, des mutations peuvent se produire dans un gène qui serait inacceptable si on n'avait qu'un seul exemplaire. Mais l'autre exemplaire, s'il reçoit des mutations, après tout, ce n'est pas si grave. Surtout si ces mutations confèrent à ce deuxième exemplaire des fonctions qui sont des fonctions nouvelles. C'est probablement ce qui s'est passé avec les mouches. Oui, il est obsédé par les mouches. Le type obsédé par les mouches. Mais c'est probablement comme ça que ça s'est passé pour les invertébrés. On peut très bien imaginer que vous aviez un invertébré avec un seul segment, une paire d'ailes, une paire de pattes, et puis tout le reste qui est nécessaire pour manger et se reproduire. Une duplication chromosomique, deux segments, deux paires d'ailes, deux paires de pattes, une autre duplication chromosomique, trois paires d'ailes, trois paires de pattes. Si vous avez une mutation qui vous transforme une aile en œil, eh ben, c'est quand même pas mal, parce que j'ai peut-être perdu une paire d'ailes, mais j'en avais trois. Et au moins, je sais où je vole. Donc ça, c'est un avantage. N'oubliez pas que l'œil est facilement transformable en aile, car vous avez ce qu'on appelle un organe homologue de l'aile. Pas pris cet exemple par hasard. Et si j'ai une deuxième mutation qui transforme l'autre paire d'ailes en paire de balancier, eh ben non seulement je sais où je vais, mais j'y vais de tout droit. Alors, double avantage. Donc, pour OTX, on peut imaginer que c'est pareil. J'avais OTX2, deux OTX2, un des OTX2 qui a commencé à se faire muter. On l'a appelé OTX1. Et si je tire OTX1 chez la souris, je ne perds pas la tête. D'abord, il me reste OTX2 de secours. Donc, OTX2 me fait la tête. Il n'y a pas qu'OTX2 qui me fasse la tête, mais ça, c'est plus personnel comme histoire. Mais si je retire OTX1, j'ai quand même une moins jolie tête. Vous voyez, mon cortex, il a quand même un petit peu rétréci. Et surtout, je deviens une souris totalement épileptique. À en crever, d'ailleurs. C'est-à-dire que la souris fait des crises d'épilepsie et elle meurt. Donc, une fonction nouvelle qui permet une amélioration du cerveau quand même, et aussi l'apparition en fait, du canal semi-latéral
circulaires, des canaux semi-latérales circulaires de l'oreille interne. L'apparition d'un organe qui est spécifique des gnatostomes. Et en fait, ce passage, c'est le passage des agnates au gnatostome. Est-ce que je peux avoir la deuxième série de diapositives, mademoiselle? La technique. Donc, on peut en profiter si vous avez des questions, ou alors je peux faire une... Voilà, oui, allez-y, oui, on peut prendre une première série de questions. Il y a peut-être des gens qui ont des questions à poser. Oui. Qu'est-ce qui se passe si le gène OTX, vous le mettez dans le chromosome, mais pas à sa place? C'est une excellente question. Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas une question tout à fait naïve. Pas à sa place si vous le mettez plus loin, en retrait. Si je ne le mets pas à sa place, ben ça va dépendre des gènes. Mon sentiment, je ne crois pas que l'expérience ait été faite. Je peux vous donner un tout petit peu mon sentiment. Ça dépend d'où il va tomber. Il peut tomber dans une région silencieuse. Auquel cas, il peut tomber dans une région... alors si vous le mettez tout seul, ça va être une catastrophe parce qu'il ne va pas avoir les séquences régulatrices. Il faut le mettre ailleurs, mais dans un contexte qui permet une régulation correcte de l'animal. Donc vous allez avoir, si vous le mettez avec des séquences régulatrices, il y a une chance que ça se passe relativement bien. Pour une raison relativement simple, c'est que les gènes de développement des régions antérieures ne sont pas disposés en homunculus, comme vous avez vu. C'est-à-dire qu'en fait, pour les régions postérieures, c'est très difficile de changer la place des gènes. Parce qu'il est très important, par exemple, que A1 s'exprime avant A2, s'exprime avant A3, s'exprime avant A4, etc. Mais pour les gènes de la tête, c'est un tout petit peu différent. Parce que les régions de la tête, ça me ramène à une histoire de blattes, honnêtement. Donc, parce que nous sommes des blattes sur le plan du développement. C'est-à-dire que nous bourgeonnons. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à la mouche, qui est un insecte à longue bande germinale, qui se segmente, elle est faite d'un bloc qui ensuite se segmente, et chaque segment incarne son identité. Donc au fond, où est le gène n'a pas tellement d'importance. Mais quand on prolifère un bourgeon, c'est-à-dire qu'on fait d'abord l'épaule, humérus, radius, main, il est très important que les gènes le long du complexe s'expriment au fur et à mesure que les bourgeons avancent. Sinon, on aurait la main à la place de l'épaule. Ça arrive, ça s'appelle une hétérochronie. Donc, d'une certaine façon, pour les animaux qui se développent par bourgeonnement, la place du gène dans le complexe est quelque chose d'absolument fondamental. Pour les organes qui se développent par segmentation et définition du caractère de chaque segment, c'est beaucoup moins important. Or, le cerveau, jusque-là, se développe par segmentation. Le reste ici se développe par bourgeonnement, de même que tous les organes axiaux, les bras, les pieds et le sexe. J'avance parce que tout ça... Alors, quand même, un truc qui est très important. Je vous ai dit, ce qui est important, c'est de faire des bords. C'est-à-dire que quand je suis l'architecte et que je décide que je vais donner 10 mètres carrés de plus au salon et 10 mètres carrés de moins à la cuisine, pour faire Homo sapiens, par exemple, ça veut dire qu'au cours du développement, je vais changer le bord. C'est-à-dire que la frontière entre deux territoires va changer à surface égale. D'accord ? Disons 2 mètres carrés. Et de nouveau, ce sont les gènes de développement qui s'occupent de tracer les bords. Donc, et les généticiens, qui sont des gens qui maintenant savent manipuler ces gènes, peuvent s'amuser à artificiellement décider de changer les bords. Et je vais vous montrer un bord qui est un bord tout à fait important. C'est le bord qu'on appelle l'isthme. C'est le bord qui est à la frontière du mésencéphale et du métencéphale. Le cervelet va se développer dans cette région-là. Le toit optique ici. Et OTX2, dont je vous ai déjà parlé, s'exprime en fait dans toute cette région-là, depuis l'avant du télencéphale jusqu'à l'isthme. OTX2. Et puis, et OTX1. Et vous avez ici un autre gène de développement qui s'appelle GBX2. Ce n'est pas important leur nom, on les appelons A et B. Et c'est à la frontière entre les deux que se met ce bord qui s'appelle l'isthme. D'accord. Si j'avance l'isthme jusque-là, je vais réduire la taille du cortex au profit du métencéphale. Si j'avance l'isthme jusque-là, je vais augmenter la taille de mon cortex
du encéphale, aux dépens du mésencéphale, aux dépens du métencéphale. Et ça, je peux le faire expérimentalement, c'est-à-dire je peux modifier la place du bord en jouant sur le nombre de copies des deux gènes de développement, OTX, qui regroupe OTX1 et OTX2 en l'occurrence, et GBX2. La preuve, voilà ici, un animal dans lequel j'ai retiré 3 copies d'OTX en en gardant juste une seule, un OTX2, j'ai retiré 2 OTX1 et un OTX2. Vous voyez qu'immédiatement, GBX2 va prendre le dessus, s'exprimer jusque-là. Je vais avoir l'is qui se met ici, j'ai une énorme métencéphale, et j'ai un tout petit midbrain télencéphale. Et ça, c'est faisable, c'est jouable. Et ça vous suggère que des toutes petites dérégulations dans l'expression de gènes de développement au cours du développement peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes sur, évidemment, la construction de ce système. Et c'est vrai pour un très grand nombre de gènes. Et ici, les régions motrices, les régions sensorielles, les régions visuelles. Je retire EMX2, je supprime quasiment les régions visuelles, j'augmente les régions motrices, les régions sensorielles. Je supprime PAC6, c'est un gène de la famille, j'augmente les régions visuelles, je diminue les régions sensorielles et j'ai pratiquement plus de régions motrices. Donc, ces gènes me permettent non seulement de décider de la taille de la bestiole, mais aussi de savoir quel plan, quelle fabrique, comment je vais faire, quel système nerveux je vais avoir. Ce qui est étonnant, c'est que ça marche. Ce qui est étonnant, c'est qu'on soit presque normaux. Alors, je vais conclure parce que toutes les meilleures choses ont une fin. Mais je vais conclure sur le coût quand même le plus optimiste, c'est-à-dire que le développement se poursuit chez l'adulte. Vous avez compris que les évolutions de la machine-esprit, c'est ce dont je vous parlais là. Vous avez compris que nous avons un ancêtre commun avec les mouches et avec tout le monde, mais pas avec les ordinateurs, puisque les ordinateurs, nous les avons inventés en tant que néothènes pour survivre dans un monde cruel. Nous sommes arrivés nus. Donc, je pense que c'est un point qu'il faut avoir en tête quand on pense aux sciences cognitives. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il existe chez l'adulte des cellules souches qui, elles aussi, sont impliquées dans le développement du système nerveux, car vous lisez les journaux, et les scientifiques ne s'étaient pas rendus compte qu'on avait une reproduction de neurones dans le système nerveux adulte. C'est quand même bizarre. Les scientifiques étaient persuadés que le système nerveux était câblé, comme un ordinateur. Ils doivent ça, en fait, à une vision du cerveau qui est liée à l'idée que le cerveau est un ordinateur. Ce qui est totalement faux. En fait, les synapses se font, les synapses se défont, les dendrites poussent, les axones meurent, les neurones naissent, viennent remplacer des vieux neurones, refont des circuits. On n'est jamais la même personne. C'est un truc... alors là, c'est un petit peu déstabilisant, mais d'une heure sur l'autre, nous ne sommes plus morphologiquement la même personne. Ce n'est pas du collagène dont je parle. Ça aussi, ça évolue, mais ce n'est pas grave. Ce dont je parle, c'est là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui avance, et qui fait qu'on n'est pas clonable d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'individu n'est pas clonable justement parce que l'histoire s'engrange dans le cerveau à travers cet remodelage à la fois synaptique, neuritique, par les prolongements, mais aussi simplement cellulaire, des cellules qui sont là-dedans et qui engrangent notre mémoire. Alors, non, ça pose un problème pour ce qui est de la conscience. On en parlera si vous voulez. Je veux simplement vous dire que ces cellules souches, aujourd'hui on en trouve un tout petit peu partout. On pense aujourd'hui essentiellement que le bulbe olfactif et l'hippocampe sont le siège d'une régénération constante. Rien ne peut exclure aujourd'hui que d'autres régions du système nerveux soient elles-mêmes le siège d'un tel remodelage. Donc, autre chose, bien entendu, ces gènes de développement continuent à être exprimés chez l'adulte, je vous l'ai dit. Leur fonction chez l'adulte n'est pas connue, mais il reste beaucoup à faire pour la comprendre, et je crois que c'est un des grands rôles aujourd'hui des généticiens du développement qui sont devenus des physiologistes, du fait de l'expression de ces gènes chez l'adulte, de comprendre quel est le rôle de l'expression de gènes de morphogénèse, car ce sont des gènes de morphogénèse,
dans la physiologie de l'organisme adulte. Et je vous remercie et je vous prie de m'excuser d'avoir été si long, mais on ne remplace pas Mariani si facilement.